Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le vice-président du Conseil régional et maire de Blois, cher Marc Gricourt, Monsieur le président d'Aglopolis, cher Christophe Degruel, Madame la conseillère, Jacqueline Gouraud, chère Jacqueline Gouraud, Madame la conseillère générale, la conseillère régionale, à la culture, c'est l'émotion de vous revoir. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers festivaliers, heureux, j'espère, mais j'ai vu beaucoup de mines réjouies et évidemment, c'est un fortifiant pour l'année prochaine et pour organiser la nouvelle version avec toute notre équipe. Le prix Augustin Thierry, avec le soutien de la ville de Blois, est destiné à récompenser un ouvrage d'histoire contemporaine. C'est le prix coup de cœur de l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire. À l'automne 1924, une grève des sardinières éclate à Douarnenez, dans le Finistère, comme chacun sait. À travers son livre, une historienne de l'université de Rennes 2 raconte comment une grève de femmes éclate, tout en décryptant l'histoire d'une de ces grévistes, Joséphine Pencalette. Première femme élue au conseil municipal de Douarnenez. Oui, une femme élue en 1925 sur une liste communiste, alors que nous sommes loin du droit de vote accordé aux femmes. Étonnante histoire. Joséphine est née en 1886, elle est morte en 1972, est élue mais sans droit de vote. Cet événement sans précédent secoue le paysage politique français. Des femmes sont élues conseillères municipales alors qu'elles n'ont pas le droit de vote, je le redis. L'élection est invalidée quelques mois plus tard, mais cette élection, elle marque un tournant des droits civiques féminins. Ça tombe bien, la maîtresse de conférence à qui nous décernons le prix est là, elle s'appelle Fanny Bugnon et je l'appelle après de nous pour recevoir son prix. Elle est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à Rennes 2, elle est notre lauréate 2024. D'abord, je vais lui remettre l'enveloppe, qui j'espère ne me collera pas dans les mains, ainsi que le diplôme des Rendez-vous de l'Histoire, et je vais lui laisser la parole. Son enquête est passionnante, efficace. Vous avez la parole. Le titre de l'ouvrage, vous l'avez, mais je le redis, « L'élection interdite, itinéraire de Joséphine Pencalette », comme vous m'avez appris hier soir à le prononcer, Pencalette, ouvrière bretonne aux éditions du Seuil. Joséphine Pencalette est morte en 1972, il y a 52 ans, dans le petit appartement qu'elle louait en plein cœur de Douarnenez, ce petit port breton tourné vers la pêche et la conserve de poissons. Cet appartement se situe à 2 pas des Halles, où se sont tenus il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, des meetings politiques quasi quotidiens de Charles Tillon, André Marty, Lucie Colliard et tant d'autres militants communistes lancés dans ce qu'on a appelé la bataille de Douarnenez, cette grève de la misère qui toucha les 23 usines de cette petite ville industrielle qui comptait alors 12 000 habitants. Les salaires de ces ouvrières étaient extrêmement faibles. Elles touchaient dans leur grande majorité 80 centimes de l'heure. 80 centimes, c'est le prix d'un litre de lait en 1924. Au terme d'une grève qui dura 46 jours, ces ouvrières obtinrent la satisfaction de la plupart de leurs revendications et la grève de Douarnenez fit son entrée dans l'histoire. Joséphine Pencalette fut l'une d'elles. Les archives ne contiennent pas de remémoration particulière à son sujet au moment de sa mort. Pourtant, comme vous l'avez rappelé, elle fut une pionnière, élue conseillère municipale en 1925, 19 ans avant que les Françaises n'en aient effectivement le droit. Élue à la faveur d'une faille juridique qui n'interdisait pas explicitement aux femmes de se présenter aux élections, élue parce qu'ouvrière, élue parce que candidate sur la liste soutenue par le Parti communiste, élue parce que des féministes, hommes et femmes, contestaient l'exclusion des femmes de la citoyenneté politique et un suffrage qualifié à tort d'universel depuis 1848. Élue donc alors qu'elle n'en avait pourtant pas le droit, comme le lui rappela la section du contentieux du Conseil d'État en novembre 1925, dans une décision dont j'ai, au premier abord, pensé qu'il s'agissait d'un brouillon, tant le document comportait de ratures, avant de comprendre que ces ratures n'étaient rien d'autre que le rappel de l'exclusion des femmes des droits politiques, puisque les imprimés des procédures du contentieux du Conseil d'État n'avaient été prévus que pour des individus de sexe masculin.
Il avait donc fallu féminiser à la main, raturer pour remplacer les monsieur par madame, pas Madame Pencalette, mais Madame Leray, de son nom d'épouse qu'elle utilisa pendant les 15 ans de son mariage, interrompu par un veuvage précoce à l'âge de 37 ans. Virginia Woolf a écrit dans le texte Une chambre à soi en 1929 que l'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est peut-être plus intéressante que l'histoire de cette émancipation elle-même. L'histoire de Joséphine Pencalette nous rappelle, avec une terrible acuité, cette exclusion des femmes des droits politiques et les contestations que les partisanes et partisans de l'égalité adressèrent au pouvoir politique. Son histoire éclaire plus largement les évolutions de la condition des femmes au travail, dans leur vie privée et dans leurs engagements. Alors, je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et d'émotion ce prix Augustin Thierry, qui offre l'occasion de mettre en lumière la vie d'une femme à la fois ordinaire et remarquable. Je remercie donc les Rendez-vous de l'Histoire et la ville de Blois pour cette distinction. Je remercie également les éditions du Seuil, la collection de l'Univers historique et tout particulièrement Caroline Pichon pour l'accompagnement à la préparation de ce livre avec énergie et enthousiasme. À la veille du 100e anniversaire de son élection, c'est donc aujourd'hui un très bel hommage qui lui est rendu aujourd'hui. C'est une reconnaissance aussi pour toutes les femmes renvoyées au silence de l'histoire que Michel Perrault a largement souligné et que les historiennes et historiens s'attachent à mettre en lumière. Je vous remercie. On est si fiers de lui remettre le prix, de rappeler que la préface a été écrite par notre cher Michel... Michel Perrault, pardon, avec la fatigue, vous voyez, on est rincé. Michel, merci infiniment. La lignée continue. Maintenant, on va appeler, car un président peut en cacher un autre, ou un historien peut en cacher un autre, Jean-Noël Jeanneney. Merci à vous, Fanny Bugnon. Eh bien, nous approchons de la fin. Vous l'avez tous noté. Et je crois qu'on ne pouvait pas penser à une meilleure façon de se consoler quelque peu de notre prochaine séparation, tout à fait provisoire, 1 an seulement, qu'en donnant la parole à celui que vous attendez, c'est-à-dire à Patrick Boucheron. Chacun sait la place qu'il a prise depuis déjà quelque temps dans l'historiographie française, plus largement, je dirais, dans le civisme au travail, persuadé que la longue durée de l'histoire peut et doit l'enrichir. Patrick Boucheron est notre ami. Je suis heureux et fier de lui donner la parole pour cette dernière conférence. Je sais que tout le monde en sera heureux et le titre qu'on voit actuellement, on m'avait dit que ce serait le cas, mais je me le rappelais, mais je trouvais que c'était un hommage à l'excellence de nos techniciens. L'air de la ville rend-il vraiment libre? Voilà une question que nous nous posons souvent. Et nous sommes très heureux d'avoir bientôt la réponse. Merci Patrick. Que croyait-elle vraiment, Joséphine Pencalette? Que croyait-elle lorsqu'elle quitta sa Bretagne natale pour s'installer en région parisienne après son mariage avec Léon Leray, conducteur de locomotive en 1908 à Argenteuil? Que l'air de la ville allait la rendre libre? Vraiment? Bien sûr que non. La liberté politique ne nous vient pas en respirant. Elle n'est pas une atmosphère que l'on hume, elle est une possibilité de l'agir politique, une possibilité que l'on conquiert dans la lutte et l'adversité. 10 ans plus tard, vous l'avez compris, et c'est ce qu'on lit dans ce très beau livre de Fanny Bugnon, 10 ans plus tard, Joséphine Pencalette est déjà veuve, elle revient à Douarnenez, devient ouvrière, et l'air qu'elle respire est celui lourd, empuanti, des pennes sardines. Et c'est là qu'elle va conquérir son autonomie et devenir, en 1925, l'une des premières femmes élues dans un conseil municipal français,
parce que le Parti communiste français favorisait alors cette effraction du politique dans le champ des possibles, et il le faisait au nom d'une certaine idée de la commune, vieux mot qui avait été relancé, réactivé dans son explosivité par les ouvriers insurgés de Paris en 1871 et qui venaient, ils le savaient, du Moyen-Âge. Et ils le savaient si bien d'ailleurs que lorsqu'ils construisaient des hôtels de ville dans la région parisienne, déjà le communisme municipal, il le faisait en imitant parfois l'architecture néo-gothique. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, lorsque le Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire me fit l'honneur de me demander de prononcer le discours de clôture de l'édition 2024 consacrée à la ville, je me suis dit qu'il fallait peut-être affronter ce motif d'un imaginaire urbain qui trouve son origine dans cet adage médiéval, l'air de la ville rend libre. On sait bien que les proverbes ne disent pas la vérité. On sait bien que lorsqu'on dit des proverbes qu'ils datent du Moyen-Âge, on ne dit souvent pas la vérité. On sait qu'ils sont plus récents. On sait qu'ils parlent de nous-mêmes davantage que du passé. Mais enfin, il faut, oui, je crois, affronter le motif des imaginaires politiques. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Mais peut-être, Jean-Noël Jeannel l'a déjà dit, parce que faire de l'histoire, c'est d'une certaine manière revenir de temps à autre aux origines savantes d'un engagement citoyen, et que c'est aussi produire des imaginaires sociaux en n'en étant pas dupe et en rappelant leur historicité. Alors, l'historicité de ce proverbe, bah oui, il est médiéval. Enfin, il date de la fin du Moyen-Âge, du XVe siècle, dans sa forme allemande, Stadtluft macht frei, et lorsqu'il apparaît, et très vite, il devient un lieu commun, et qui est sans cesse répété à l'époque moderne et contemporaine, lorsqu'il apparaît donc, il désigne quelque chose de très précis, de très concret. Le fait que celui qui rentre en ville, qui passe les portes de la ville, quelle que soit sa dépendance antérieure, et notamment vis-à-vis d'un seigneur qu'il a pu quitter, plus exactement la seigneurie qu'il a pu fuir, si donc il s'agit d'un serf déguerpi, alors, au bout d'un certain moment, qui peut aller de quelques semaines à 10 ans, dans le cas de Ratisbonne, pour rester dans l'espace germanique, il devient libre. Il se défait de ses dépendances anciennes, et on dira donc qu'il n'y a pas de serfs en ville, et même que les serfs déguerpis, ceux qui sont qui ont réussi à s'échapper de l'emprise de la domination seigneuriale, trouveront en ville un refuge et un creuset, en somme, où vont se fondre toutes les conditions juridiques anciennes dans une nouvelle citoyenneté. Cet affranchissement a pu prendre parfois des allures très massives. Bologne en est l'exemple le plus spectaculaire. En 1257, la commune populaire, enfin ce qu'on appelle la commune populaire, oubliez ce que j'ai dit du Parti communiste français, ce qu'on appelle la commune populaire, ce n'est rien d'autre que la commune du popolo, et le popolo, c'est la frange non aristocratique, disons, des élites urbaines, élargie donc aux marchands. Et en 1257, donc, la commune de Bologne ordonne l'affranchissement de 6000 serfs, et c'est assez impressionnant parce que le livre qui consigne ces serfs affranchis est un des grands livres de la commune qui, d'une certaine manière, par son allure monumentale, dit combien on est fier de ça. Et ça s'appelle le Liber Paradisus, comme si la ville était le paradis qu'ils avaient gagné. Et le paradis étant évidemment une ancienne rhétorique impériale que les communes prennent, car une commune, ce n'est rien d'autre que la forme d'autogouvernement urbain arraché aux souverainetés anciennes, la souveraineté impériale en l'occurrence,
Et tout ce liber paradisus, eh bien, les historiennes et les historiens ont depuis longtemps compris qu'il répliquait des formes très solennelles du langage d'apparat de l'empereur Frédéric II. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi ceux qui gouvernent la ville, qui sont le plus souvent ceux qui possèdent les serfs dans le contado, ont consenti à les affranchir. Dès qu'on commence à voir les choses de près, évidemment, elles sont moins belles ou moins généreuses. On se rend compte qu'en 1257, ils ont beaucoup de mal à faire rentrer les redevances serviles et que les affranchir, c'est les transformer en contribuables et qu'ils vont gagner de beaucoup ce qu'ils perdent de l'autre main. Et que de toute façon, un serf déguerpi qui rentre en ville quitte une dépendance pour l'autre, une ancienne dépendance juridique qu'il est de plus en plus difficile de toute façon de tenir, avec pour une autre dépendance économique, disons les fils invisibles du salariat. Cette question, évidemment, rien que cette question, donc ramener l'adage à son sens précis et étroit. On quitte un pouvoir autoritaire, on gagne sa liberté en rentrant en ville. Cette question, y compris dans son acception étroite, elle nous intéresse aujourd'hui parce que je pense qu'elle rejoint la question des arts de résistance qui ont été développés notamment par ce grand anthropologue qui nous a quittés cette année, James Scott, qui voyait cet art de se rendre ingouvernable, de fuir l'emprise du pouvoir, une manifestation de la force des faibles. Ce sont là des grandes questions, et peut-être l'idéalise-t-on un peu, cette force des faibles, mais de fait, il y avait au Moyen-Âge, et pas seulement au Moyen-Âge, le moyen de déguerpir, de fuir, d'échapper à l'emprise féodale, assurément, et l'horizon urbain faisait partie de ces échappées belles. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on entre en ville, on se libère d'une servitude et l'on entre dans une autre. Il n'empêche que cette question-là, déjà, nous amène à réfléchir à ce qu'est une domination et ce qu'est la robustesse ou la durabilité d'une domination. En règle générale, au Moyen-Âge, cette robustesse et cette durabilité, on l'explique par la capacité compacte, contraignante de l'encadrement des hommes. Ben, je crois tout le contraire. La domination n'est jamais aussi forte que lorsqu'on a la capacité mesurée, dosée, de s'en extraire. Autrement dit, le système des pouvoirs tient globalement parce qu'il rend pensable la possibilité d'un autre devenir politique qu'il maintient à distance, mais à vue, dans des lointains, des fictions ou des formes hétérotopiques de communautés. Sauf que là, on ne parle pas de communautés idéales ou idéalisées, des communautés monastiques ou des hétérotopies ailleurs. Non, on parle des villes dans une société, la société médiévale, qui est devenue massivement urbaine. Et donc, ce qui était un devenir possible du rapport politique qui était massivement contrôlé par le rapport des guerriers et des paysans à partir du XIIe, XIIIe siècle, évidemment, pose le problème de l'autogouvernement urbain et de l'intégration des villes dans ce système des pouvoirs. Mais, au fond, je vais trop vite. Parce qu'avant d'échafauder des paradigmes, mieux vaut supporter l'épreuve du réel historique. J'ai commencé à le mettre en doute avec mon histoire de Bologne. Alors, poursuivons en élargissant. Qu'en est-il réellement de la liberté en ville, y compris des statuts juridiques? Évidemment, je n'étonnerais personne, je crois, ici, si je vous disais que les choses sont plus compliquées que cela. C'est l'ancienne ordinaire des historiennes et des historiens, c'est toujours plus compliqué que ça. Au Moyen-Âge, par exemple, l'esclavage domestique
est une réalité sociale massive de l'Europe urbaine. Il n'y a que dans les manuels qu'on passe du servage, de l'esclavage au servage et après l'extinction du servage à la liberté. Cette présence massive de l'esclavage domestique, il a été longtemps occulté, alors qu'il est tout à fait visible dans les sources, et pas seulement dans les villes de l'Occident musulman, comme on l'a longtemps cru. C'est le grand commerce esclavagiste qui, de la mer Noire à la Méditerranée, brasse des populations diverses, d'où la présence, encore une fois, je le répète, longtemps invisible dans l'historiographie, des minorités musulmanes et des populations noires dans les villes de l'Europe médiévale. Les esclaves sont par exemple légués dans les testaments marseillais du XIVe siècle. Par exemple, je lis qu'une certaine Lucie fut libérée par son maître marseillais dans son testament en 1381 et que, au hasard, on apprend qu'elle avait vécu 13 ans avec lui et lui avait donné quelques enfants. Je vous laisse effectivement faire les concordance des temps qui s'imposent entre le rapport entre l'esclavage sexuel, la modernité urbaine, et pas seulement urbaine d'ailleurs, puisque c'est massivement dans les cours princières également que s'observe ce genre de choses. Cette impensée de l'histoire occidentale rejoint d'autres impensés historiographiques, notamment celui aujourd'hui mis en lumière par Paulin Ismar, avec qui j'ai le bonheur aujourd'hui de co-diriger cette collection dont on a parlé, l'univers historique, le rapport entre esclavage et cité antique. Puisque, au fond, ce qui nous importe est moins la situation réelle des serfs déguerpis ou des esclaves domestiques que la consistance de ce concept de liberté urbaine qui assurément se détache de la citoyenneté antique, mais qui est un motif d'imaginaire politique beaucoup plus puissant et beaucoup plus durable. Puisqu'au fond, même si on peut, et on le fait encore, penser notre rapport du politique avec, je dirais, des mots grecs, démocratie, agora, forum, même si on peut utiliser dans notre vocabulaire architectural, et on le fait à foison, la panoplie monumentale gréco-romaine, nous sommes séparés de ce passé antique. En revanche, le mot même de commune le désigne avec suffisamment d'éloquence. L'horizon médiéval de l'histoire des villes européennes est notre plus proche passé et encore pleinement actif dans les imaginaires politiques. Et donc, il y a, avec cette question-là qui nous importe, l'ère de la ville rend-elle vraiment libre, cette question ancienne en vérité, mais qui a été réactivée, qui est que c'est la ville, non seulement dans sa forme politique, ça c'est la cité gréco-romaine, mais dans sa forme matérielle qui peut changer la vie. C'était avant d'être un des slogans du Parti socialiste, c'était un slogan des situationnistes, changer la ville, c'est changer la vie. Ça veut dire, c'est pas seulement améliorer notre train de vie ou notre cadre de vie, l'embellir, l'aménager et le faciliter. Non, c'est changer la vie de relation. Le passage, par exemple, dans les villes italiennes du XIIe au XIIIe siècle, d'un urbanisme du privé à un urbanisme du public, le passage, comme Elisabeth Crouzet-Pavant pour Venise l'a montré, d'un urbanisme où les puits sont captés par le lignage, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la maison du maître pour aller remplir sa cruche, à des puits qui sont dans le campo, c'est-à-dire à vue, et dans un espace commun, ça change complètement la vie de relation. Et la vie de relation urbaine et aussi politique. Donc les changements
les révolutions du bien public dans une ville du XIIIe siècle, c'est très concret, et ça ne change pas seulement le cadre de vie, ça change la relation sociale. Et donc, bien sûr que ce n'est pas seulement lorsqu'on cherche effectivement grand classique de l'historiographie médiévale à analyser les équipements urbains ou même la symbolique urbaine. On ne cherche pas le décalque au sol d'un pouvoir qu'on connaîtrait déjà, théoriquement. Non, non, on cherche concrètement la machine agissante qui, dans la ville, produit des rapports sociaux qui, sans elle, n'auraient pas été conformés ainsi. Voilà. Donc il y a une ville qui n'est pas seulement un décor d'une vie politique qu'on connaîtrait par ailleurs, mais qui, de ce théâtre, est peut-être le protagoniste le plus agissant et le premier rôle, en somme. Et ça, l'imaginaire urbain du Moyen-Âge, dont on est, je crois, encore assez largement les héritières et les héritiers, le dit avec abondance. Lorsque, par exemple, Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, exalte sur le mode augustinien la cité comme communauté de paix, ayant ce pouvoir très singulier de changer le tempérament des hommes qui viennent l'habiter. Comment il montre que entrer dans la ville, pénétrer dans son cadre matériel, c'est devenir autre. C'est rejoindre la foule des hommes dont le cœur bat ensemble. Ce qu'on appelle une concorde, c'est-à-dire rassemblés par un lien volontaire, un lien qui libère, un lien social, vinculum societatis. Et donc, quand on dit aujourd'hui l'ère de la ville rend libre, on évoque une émancipation bien plus globale, celle de la ville comme lieu d'affranchissement politique, et peut-être même lieu d'affranchissement du politique. On ne parle pas seulement des gens qui deviennent libres en accédant à la citoyenneté, pas même de la puissance, de l'émancipation culturelle de l'urbanité, mais des libertés urbaines elles-mêmes, comme invention du politique, c'est-à-dire de la dissolution des relations féodales dans ce qui est justement l'ordre urbain. Évidemment, un nom de théoricien vient tout de suite à l'esprit, c'est Max Weber. Max Weber est le théoricien de ce passage. Dans ce livre, qu'il laisse inachevé à sa mort en 1920, Die Stadt, qu'on a longtemps lu en France dans une traduction tronquée. Et souvent, l'histoire intellectuelle est celle de ces accidents de transmission qui résultent de traductions inachevées. On n'a pas compris tout de suite que le projet de Max Weber, écrire sur la ville, et en particulier écrire sur la ville médiévale, ne consistait pas à produire un idéal type, une ville à majuscule qui pourrait se rehausser du col et se prétendre acteur historique, invariant, mais s'intégrait dans une entreprise plus vaste de sociologie historique de la domination à l'échelle globale. On a longtemps cru à un idéal type de la cité occidentale, creuset des libertés bourgeoises, et oublié que dans l'entreprise weberienne, très ambitieuse, et on le comprend maintenant parce que le livre a été retraduit, s'inscrit dans un projet global de comparaison mondiale des formes de domination. Par exemple, personnellement, j'ai mieux compris ce que pouvait être une commune médiévale, et même on va dire, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, une conspiration des émotions, en lisant, ça va peut-être vous étonner, un livre sur le Japon féodal de Katsumata Chizuo, Ikki, Coalition, Ligue et Révolte dans le Japon d'autrefois, qui avait été traduit grâce à Pierre-François Souiri en 2011 aux éditions du CNRS. Comment définir l'Ikki, I-K-I ? On y revient,
cet art de se rendre ingouvernable, de fuir les pouvoirs injustes. Ce sont ces paysans qui déguerpissent et qui, disent les sources japonaises du Moyen-Âge, tirent et étalent les bambous. Ça veut dire qu'ils effacent leurs traces, ils bloquent les accès, ils font des barricades en gros, et ils montent, ils grimpent sur les montagnes. Et, sauf qu'avant d'être cette forme de protestation collective, le ikki désigne simplement un mode de gouvernement fondé sur l'organisation horizontale de coalition d'égaux. Et ça désigne ce qu'au fond la commune donne à comprendre pour nous. Unanimité des esprits, égalité des droits, solidarité entre les membres, ce sont les valeurs qui fondent l'ikki que le japonais classique rend par les mots ishimi doshin, c'est-à-dire même goût, même cœur. On goûte la même eau, on a les mêmes émotions et on respire le même air. Et faire ikki, c'est aussi accepter que cette conspiration, au sens propre, co-respiration, on respire ensemble le même air, eh bien, forme une entente provisoire, mais impérieuse, qui peut être ensuite institutionnalisée. Par exemple, ce que font les députés du tiers-État lors du serment du jeu de paume, jurant de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France, c'est qu'ils font ikki. Voilà, je pense que vous serez tous d'accord, puisque l'historiographie occidentale n'est pas avare d'exporter ces noms pour dire le monde, d'importer parfois quelques mots du monde pour dire notre histoire. C'est donc une question de traduction, en somme. Et puis, l'histoire de la conspiration, elle a été, pour moi, stimulée par un texte très étrange, mais très profond, d'Ivan Illich, qui s'appelle « La culture de la conspiration ». Et vous comprenez pourquoi j'en parle, parce que je prends au sérieux la métaphore. L'air de la ville rend libre. Ça serait donc une atmosphère respirable. Et Ivan Illich montre que, effectivement, lorsqu'il avait, toujours au Japon, expliqué ce que c'était qu'une conspiration, c'est-à-dire non seulement le fait de respirer le même air, de pouvoir se sentir, mais aussi de mélanger ses souffles, c'est-à-dire, par exemple, de se donner un baiser de paix, eh bien, il se heurtait à quelques difficultés vis-à-vis de ces hôtes japonais, pour qui la paix ne naît pas d'un mélange de la terre et des eaux en un lieu particulier, mais d'une intimité exigeante du partage des souffles. Et donc, toute la question médiévale, et on retrouve Max Weber, c'est comment on passe, le serment du jeu de paume, de la conspiration, on respire ensemble le même air, et on semble s'en satisfaire, à la conjuration. Conspiratio, conjuratio, on jure ensemble. Et évidemment, si l'on songe ensemble à la réévaluation en cours de la modernité politique de la forme communale, eh bien, on aurait intérêt à reprendre appui sur la théorisation weberienne de la conjuration, c'est-à-dire aussi une forme de sacralisation du politique. Donc, l'idéal type weberien d'une ville comme creuset des libertés bourgeoises ne doit pas nous amener à croire que c'est un idéal type qui ne concernerait que la ville occidentale, qui la définirait dans sa capacité à conformer des libertés bourgeoises puis libérales. C'est effectivement, au contraire, une manière
baisser la casse, je disais une histoire à majuscule, donc au contraire, de mettre une minuscule au mot ville et de considérer que la ville n'est pas, contrairement à ce qu'on le pense, ce qu'on a longtemps pensé dans l'historiographie, une catégorie détachée de l'histoire des pouvoirs qui l'environnent et qu'il doit être au contraire rapporté, qu'elle doit au contraire être rapportée, cette ville, à cet environnement de l'histoire des pouvoirs. Et c'est vrai même dans les pays de ville, comme l'Italie, comme la Flandre, comme l'Allemagne du Sud, comme la France du Nord, c'est-à-dire tous ces régions fortement urbanisées qui, par rapport à l'histoire de l'Europe urbaine, que, sous la direction de Jean-Luc Pinol, j'avais tenté de décrire avec un historien, grand historien des villes médiévales, Denis Mingeot, qui est mort il y a quelques mois et auquel je veux rendre hommage. Dans ce panorama qu'on avait tenté de définir de l'histoire de l'Europe urbaine, l'Italie n'est pas une exception, c'est une accentuation d'une histoire commune où la ville prend sa forme et sa place dans un système global de pouvoir et est certainement pas ce que toute une historiographie qui fait de la ville le berceau des libertés urbaines et le tombeau des servitudes féodales, tout ce que cette historiographie, s'autorisant d'une mauvaise lecture de l'idéal type weberien, prétend. Le meilleur exemple de cette exaltation d'un rôle anhistorique, invariant, de la ville au regard de l'histoire, c'est Fernand Braudel. Dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme, en tout cas l'édition de 1979, on lit « La ville est césure, rupture, destin du monde ». Elle est un catalyseur, ou plutôt un accélérateur d'histoire, le lieu d'une modernité enchanteresse, et je cite encore, « C'est là que le soleil de l'histoire fait briller ses plus vives couleurs ». Mes maîtres en histoire urbaine, également disparus, Yvon Thébert et Jean-Louis Biget, nous avaient appris à sourire face à tant de lyrisme emphatique. Mais pourtant, Braudel rassemble là toute une tradition historiographique encore active aujourd'hui. Et il décrit aussi, peut-être à son corps défendant, quelque chose de cette autre histoire des pouvoirs qui s'intéresse moins à la succession des régimes qu'à la variation des possibles. Voilà pourquoi il me semble que la réflexion sur la ville et le fait qu'elle puisse, dans ses modalités concrètes, supporter une histoire des libertés, n'est pas seulement une manière d'opposer un récit à un autre et de faire le contre-récit des souverainetés étatiques. Augustin Thierry, puisqu'on en parle, dans son essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers-État, 1850, avait lui aussi fait, pas lui d'abord, fait de la ville le principe actif d'une histoire des libertés. Une histoire des libertés publiques qui vaudrait pas seulement pour les citadins, parce qu'elle finirait par entraîner politiquement toute l'histoire. Aujourd'hui, évidemment, faire l'histoire du mouvement d'émancipation urbaine qui, justement, commence au XIIe siècle et qui est le mode d'intégration de la ville dans un système féodal qui, après l'avoir sécrété, et qui ne l'a pas sécrété comme un kyste, comme une malformation, mais comme une nécessité, doit en tolérer ensuite le développement hors normes de ces rapports féodaux,
Eh bien, cette histoire du mouvement communal, elle est évidemment une histoire à écrire et à réécrire aujourd'hui, hors de cette tentation d'en faire un grand projet dans l'histoire globale des libertés. Peut-être va-t-on même un peu trop loin dans cette manière de défaire le grand récit. Le grand historien anglais Chris Wickham a décrit le tout début du mouvement communal italien dans son livre traduit en 2021 sous le titre « Somnambule d'un nouveau monde », en y défendant l'idée qu'en Italie, à partir de la fin du XIe siècle, les citoyens ont inventé les formes de gouvernementalité et de liberté civique dont ils avaient besoin, mais sans trop y penser, à tâtons. Ils ont exploré un monde nouveau qu'ils n'avaient pas anticipé, qu'ils n'avaient même peut-être pas rêvé. Et ils l'ont fait comme des somnambules. On est bien loin de cette histoire héroïque de l'émancipation urbaine ou de la révolution communale des historiens romantiques, mais c'est celle que racontent les historiennes et les historiens d'aujourd'hui. Et ce que j'en retiens, moi, c'est que c'est une histoire des expériences politiques, de ce qui n'est pas possible à un moment donné et ce qui finit par l'être, parce que les possibles se sont ouverts, avec des questions très simples. Qu'est-ce qui, à un moment donné, rend possible les inventions du politique et qu'est-ce qui, à un moment donné, va réduire ou casser ou contrarier l'expérience. Puisque comme historien des communes italiennes et de l'Italie post-communale, j'ai évidemment, dans cette cartographie des possibles, à comprendre comment cette expérience elle s'est ouverte et comment elle s'est refermée, comment on renonce à ces libertés. Et ça, pardon, mais c'est aussi une question pour aujourd'hui. Comment les villes italiennes au tournant du XIIIe et du XIVe siècle ont renoncé à leur liberté. Comment elles ont préféré faire l'expérience du pouvoir autoritaire, au seul motif, et là encore, je vous laisserai le soin de faire les concordances qui s'imposent, qu'on n'avait jamais essayé, et qu'on pouvait peut-être tenter ça maintenant, parce que la commune, dans sa répétition de rituels, voter, délibérer, s'assurer le consensus de tous, créer les conditions d'une délibération collective et d'une décision collégiale, ça finit par être fatigant. Et l'usure du système, il est apparu au XIIIe et XIVe siècle. Et dès lors, effectivement, ce sont les deux limites des expériences politiques. Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça va conquérir la durée? Et est-ce que c'est, comme disent les anthropologues, scalable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer d'échelle? Ou est-ce qu'il y a une échelle au-delà de laquelle ça cesse d'être possible? Vous voyez, l'ère de la ville rend libre. On a très envie d'y croire. Mais on sait bien aujourd'hui, pour n'en être pas dupe, que c'est peut-être devenu notre nouvelle croyance politique. Et là, on peut retrouver Braudel. Dans le modèle italien, Fernand Braudel raconte l'histoire de l'Europe à la manière d'une fable de La Fontaine, la plus fameuse peut-être, celle du lièvre et de la tortue. La ville est le lièvre. Plus vive, plus véloce, elle est sûre de sa victoire, tant son avance en matière de gouvernementalité, passant notamment par les techniques de gouvernement par l'écrit, dont elle est, on le sait, le laboratoire, paraît incontestable. Mais c'est peut-être la plus rapide. Mais nous qui savons la fin de l'histoire, savons que l'Europe moderne ne sera pas une Europe des villes, mais des États. Ces tortues, qui, se sachant plus lourdes, sont parties plus tôt. Dans cette course à la modernisation politique, la ville est vitesse, accélératrice d'histoire, disait Braudel,
et cette tortue si lente, si pesante, si désespérante qu'est l'État, mais qu'on ne voit pas venir, gagne à la fin. Sauf que dans cette conception de la ville comme un avenir possible, un futur non advenu, au regard de l'histoire comparée des pouvoirs, ça paraît étrange, mais ce n'est pas faux. Après tout, aujourd'hui, on ne doit jamais oublier, lorsqu'on esquisse une sociologie du consentement à l'autorité politique dans la France contemporaine, que si les personnels municipaux sont les mieux considérés du personnel politique, ou en tout cas les moins déconsidérés, c'est parce qu'on considère, à tort ou à raison, mais finalement pas à tort, que dans un mandat municipal, par exemple, il y a une distance plus courte entre le projet urbain et sa réalisation. Si bien que lorsqu'on commence à désespérer de l'inertie ou de l'ignorance des États, et notamment sur les questions environnementales, parce qu'on a vu quand même, c'est ça qui est intéressant, nous avons des archives de nos curiosités et de nos attentions, et on voit bien comment dans les rendez-vous de l'histoire de Blois, maintenant, quel que soit le thème choisi, la question, j'allais dire la hantise environnementale s'invite dans les débats de manière de plus en plus obsédante. Et la question de la ville, ça a été, pour nous toutes et tous, ces jours durant, aussi la question de la durabilité de l'environnement, des écosystèmes urbains, de la ville à l'âge anthropocène. Et de ce point de vue-là aussi, on voit comment se relance un récit qui est un récit ancien par rapport à l'air irrespirable que le changement climatique risque de nous faire subir. Et alors, quand l'air est trop chaud ou trop pollué, de toute façon, non, on n'est pas libre. Et qui pourra nous en prévenir? Comment? C'est une idée qui, au fond, retrouve, comme dans la fable de Braudel, sa légitimité. L'idée que si les États sont incapables, trop faibles ou trop lâches de porter la responsabilité d'une politique active en matière de transition énergétique, alors les grandes métropoles, les métropoles américaines par exemple, qui avaient décidé d'appliquer pour elles-mêmes l'accord de Paris de 2015, dénoncé par l'administration Trump, les métropoles, les grandes villes, elles le feront. Et que cette idée consolatrice que les villes peut-être portent aujourd'hui davantage l'espoir d'une liberté et d'une responsabilité, une aspiration au fond à la constitution d'un archipel urbain par lequel se constituerait une sorte d'aristocratie mondiale de métropole éclairée par la raison, résiliente, équitable, vertueuse, durable, qui serait la projection mondiale, en somme, du gouvernement des honnêtes gens de Guizot. Tout cela, au fond, nous permet de nous consoler, mais aussi risquer. C'est un imaginaire, il me semble que c'est notre imaginaire des libertés urbaines, enfin, de notre capacité à prendre nos libertés en ville aujourd'hui. Mais cette idée, je l'ai dit, oui, elle est risquée, elle est dangereuse parce qu'elle est injuste. Qui ne voit le dédain social que trahit une telle attitude résignée par laquelle on se résoudrait à ce que les villes larguent leurs métropoles, leurs amarres territoriales, ou pour le dire plus crûment encore, se détachent de ce peuple qu'elles ne sauraient voir pour aller voguer libre et fier vers une mondialité heureuse de l'interrelation. Et alors, cette image de l'archipel, si belle quand on la lit chez Édouard Glissant, pluralité discontinue des solitudes où la totalité vit de ses propres détails, cette image de l'archipel, donc, elle dévisse et elle désigne de manière
plus crue et plus triste, la ghettoisation de la domination et de l'inégalité qui va à l'encontre de la justice territoriale. Voilà où je voulais en venir et voilà les quelques mots que je dirais pour terminer dans les temps. Faire de l'histoire, c'est donc aussi travailler, me semble-t-il, à ne pas être la dupe des imaginaires politiques, y compris ceux qu'on utilise et peut-être qu'on relance sciemment. Cette terre de la ville qui m'enivre personnellement, il suscite aussi de la méfiance. Je flaire un rat, écrivait Ivan Illich. Vous voyez d'ailleurs combien cette notion d'atmosphère, aujourd'hui, ne désigne plus rien dans notre langue pourrie du politique, mais disqualifie. Quand on va dire d'atmosphère, c'est pour ne pas penser, et c'est pour dénoncer d'avance. Et les historiennes et les historiens sont au fond très mal à l'aise avec cette idée d'un zeitgeist qui nous environnerait. Alors que faire ? Il me semble que les historiennes et les historiens de métier, et c'est pour ça qu'on se réunit tous les ans ici au rendez-vous de l'histoire, sont dans un rapport critique au passé qu'ils ne pensent pas à relancer, auquel ils savent aussi qu'il faut parfois s'en séparer, mais ils savent également qu'il peut être des moments où ils se rendront utiles lorsqu'ils relanceront des imaginaires, lorsqu'ils donneront à entendre, comprendre, espérer, rêver peut-être avec des imaginaires historiques. Imaginons par exemple qu'on vous demande de co-scénariser une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, que vous êtes un historien des libertés urbaines et du pouvoir de l'image, mais que vous avez aussi lu Alain Damasio, Les Furtifs, 2019, comment se rendre ingouvernable dans une ville qui est donnée aux appétits de l'hypercapitalisme, où Orange s'appelle toujours Orange, mais a été acheté par Orange, où Paris ne s'appelle plus Paris parce qu'elle a été achetée par LVMH, et que c'est pas encore là, mais c'est pas loin. Enfin, je veux dire, c'est ce que Alain Damasio appelle un présent hypertrophié. C'est nous en pire. Mais ce jour-là, on vous propose de donner à voir nous en mieux, ou le meilleur de nous-mêmes. Et vous hésitez évidemment parce que, en fait, il faudrait exalter la liberté de la ville dans une ville qui elle-même naissait, avec des QR codes. Imaginons que vous acceptiez. Il faudra alors trouver la manière d'exprimer à la fois un imaginaire et le fait que vous n'en êtes pas dupe. Lorsque, par exemple, si vous voulez parler de la commune, et la commune de Paris, celle qui s'est donnée au XVIe siècle la devise « fluctuat nec mergitur », et qui ce jour-là aussi, battue par les flots, ne sombrera pas. Alors vous pouvez imaginer une sorte d'anachronisme contrôlé, quelque chose comme une scène où la chanteuse lyrique Marina Viotti, juchée sur une nef de carton-pâte, passant devant la conciergerie, entonnera d'abord le Saïra, puis le Carmen de Bizet, sur fond de hard rock, exprimant cette explosivité révolutionnaire qui gronde encore sous le nom de commune. C'est évidemment un montage anachronique, comme est toujours anachronique l'aspiration à l'émancipation urbaine. Et d'ailleurs, quelle est cette note
de Lutèce, cette nef qui est le symbole de Paris, lorsque la anse parisienne des marchands de l'eau, ayant depuis 1170 le monopole du commerce fluvial, se donne comme symbole cette naute de Lutèce, elle ramène à elle le souvenir mythifié des libertés antiques de la cité romaine. Et lorsque le XIXe siècle républicain réactive le souvenir d'Étienne Marcel en 1358, eh bien, il ramène aussi à eux un imaginaire mythifié. Les aventures de la liberté, d'une certaine manière, sont un montage anachronique et théâtral, fait de sublime et de grotesque. Et je crois que c'est peut-être, et je lui en suis très reconnaissant, contre certains de ses amis politiques qui dénonçaient là l'offense. C'est Alain Gérard Slama qui l'a dit le plus nettement, je le cite, « Bref, il y avait dans ce spectacle ample matière à ne pas être malheureux et à retrouver quelque espoir sans être dupe. » Retrouver quelque espoir sans être dupe. Le théâtre hugolien, lorsqu'il a recours au grotesque comme moyen de contraste, écrivait-il dans la préface de Cromwell, peut être un de ces moyens. Mais au moment d'achever totalement mon propos, je songe à cette phrase de Borges, « Que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits, moi je suis fier de ceux que j'ai lus. » C'est une phrase qui peut bien clore n'importe quelle édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, où l'on apprend à lire, à admirer, et où on sait que l'année d'après, on va recommencer. Et je veux terminer sur un autre livre, voilà, dont j'ai été le premier lecteur, parce que éditeur. Je veux terminer sur les vies rebelles dont on a parlé, de Saidiya Hartman. Ces vies dévoyées, ces désirs de beauté. Et cette page, alors, bon, Thomas Dodman l'a lu tout à l'heure, mais vous n'y étiez pas tous, et puis bon, il m'a chippé mon idée, mais je la reprends. C'est le moment où elle décrit combien l'air est irrespirable dans ces logis, ces tenements, ces cours, ces escaliers, ces terrasses, là où, je la cite, Saidiya Hartman, Les vies rebelles, là où vivent ces Noirs privés de presque toutes les possibilités offertes par la ville, mais toujours ivres de liberté. L'air vibre des possibilités de se rassembler, se réunir, se regrouper. À tout moment peut surgir la promesse d'une insurrection, le miracle d'un soulèvement. De petits groupes, des individus isolés et des étrangers menacent de former un ensemble. Menace, insurrection, peut-être que les mots vous paraîtront trop forts ou trop agressifs. En tout cas, ils disent avec suffisamment de franchise que si l'air de la ville rend libre, il rend libre de ne pas consentir à l'ordre urbain, de lui désobéir pour prendre toute liberté avec elle, de devenir ces anarchitectes, comme le disait Alain Damasio. Et là, oui, est la promesse. C'est le dernier mot. La pleine promesse, la promesse de former un ensemble. Je vous remercie de votre attention. Il ne me revient pas d'ajouter quoi que ce soit à l'expression de vos remerciements et de vos félicitations aux propos que nous venons d'entendre, mais le hasard, est-ce le hasard, fait que je me situerai volontiers pour vous dire quel va être le thème de l'année prochaine. Vous le saviez bien, ne faites pas semblant d'être surpris. Que je me situe dans la suite du grand événement de juillet 2024 en France. Je
Chacun se rappelle l'incipit des mémoires de guerre du général de Gaulle. Je me suis fait toujours une certaine idée de la France. Une certaine idée de la France. Eh bien, ce pourra être une des épigraphes les plus éclatantes de notre édition l'année prochaine, dont le thème sera le suivant: 2 mots et un point d'interrogation. 2 mots et un point d'interrogation. Le thème sera le suivant: la France, point d'interrogation. Il me semble inutile de gloser après ces applaudissements sur ce qui a pu nous inspirer, nous entraîner. Naturellement, nous ne ferons pas l'histoire de France. Nous ferons l'histoire des représentations, de l'idée que l'on s'est faite de la France au cours des âges et de ce que ces représentations peuvent avoir constitué comme ressort, d'ailleurs, pour la suite des temps. C'est vrai à l'intérieur du pays, et je pourrais, mais je ne veux pas le faire après Patrick Boucheron, citer toute une série d'auteurs qui pourraient représenter cela. L'idée que la France s'est faite d'elle-même. Mais aussi, bien sûr, l'idée que le monde entier a pu se faire de la France. Je voyais récemment une exposition sur la presse d'Amérique latine au moment où Paris a été libéré en 1944. Une grande majorité de ces journaux titraient sur 5 colonnes en citant la Marseillaise. Ça, c'est ce qu'il y a de lumineux. Naturellement, tout n'est pas lumineux. Les images que le monde s'est fait de la France d'âge en âge. La France vient du fond des âges. C'est l'incipit des mémoires d'espoir du général de Gaulle. Tout se tient. La France vient du fond des âges. Cette exposition, je ne développe pas tout cela, me paraît exprimer fort bien ce que nous pouvons trouver de plus lumineux dans le regard que le monde jette sur nous, qui nous oblige, bien sûr, mais qui aussi, dans certains cas, peut nous accabler quand la France n'a pas été fière d'elle-même. Je n'en dis pas davantage. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je crois que l'essentiel, c'est de se dire que entre les élans, le sublime et la caricature, entre le plus noble et parfois le plus dégradant, l'image que la France s'est faite d'elle-même, au cours des âges, et que le monde s'est fait de la France, méritera que nous y consacrions nos efforts, notre curiosité, nos tâches partagées, et qu'autour de cette question-là, c'est une histoire-question, c'est pas une histoire. D'abord, eh bien, nous soyons heureux à nouveau l'année prochaine, comme à présent et comme depuis si longtemps, de nous retrouver dans la confiance partagée, dans l'amitié, dans l'affection. Ce qui est pour l'équipe dirigeante, que je salue une dernière fois, la magnifique équipe dirigeante autour de Francis Chevrier, et pour tous ceux qui sont au travail, une source de satisfaction et de bonheur intime, dont je ne vois pas de motif de vous faire l'économie devant vous. Même la plus grande pudeur qu'on peut avoir ne m'empêchera pas de le dire et de vous en savoir gré, et de vous en remercier. À l'année prochaine.